Aujourd'hui, on va dupliquer notre conscience. Un épisode entre anticipation et philosophie où je vous propose de vous interroger sur le sens que vous donnez à votre conscience et à votre moi. Vous allez être soumis à une expérience de pensée que j'ai décidé de nommer l'expérience de pensée de la mitose cérébrale. Trop bien, je peux participer? Ah ben Thibaut, qu'est-ce que tu fais là? Bah tu parles d'expérience de pensée what the fuck sur la conscience et le moi, alors forcément ça m'intéresse. Reprenons. Si l'expérience se déroule bien, elle vous fera son petit effet et je l'espère vous donnera un peu le vertige. Il y a cependant 4 points avec lesquels vous devez être initialement d'accord pour que la magie puisse se produire, mais je pense qu'une grande partie des abonnés de la chaîne seront dans ce cas-là. Regardons ces 4 points, ces 4 conditions nécessaires pour que la pilule rouge fasse son petit effet. D'abord, il faut être fonctionnaliste, c'est-à-dire considérer que la conscience est un phénomène émergent de la fonction du cerveau. Les deux mots importants sont ici le mot émergent. La conscience n'a pas de sens microscopique, elle n'en acquiert un que macroscopiquement. Et le mot fonction, la nature des composants microscopiques du cerveau n'importe pas. On peut les remplacer par des composants jouant le même rôle et on observera la même émergence, le même phénomène de conscience à la fois subjectivement et objectivement. Pour des précisions sur ce qu'est le fonctionnalisme, j'en ai parlé avec David de Science Étonnante dans cette vidéo, à partir de 12 minutes 47, et c'est globalement le type de position le plus répandu parmi les philosophes de l'esprit, donc c'est une prémisse qui paraît tout à fait acceptable. Deuxième point, il faut être de l'avis que le hasard fondamental n'est pas un ingrédient nécessaire au processus de la conscience. Si vous imaginez que le processus de la conscience peut toujours avoir lieu au sein d'une machine totalement déterministe, alors vous êtes dans ce groupe. Il se peut bien sûr que pour fonctionner correctement, cette machine ait besoin de composants qui imitent les propriétés de hasard, d'un générateur pseudo-aléatoire, mais vous pensez qu'elle n'a pas besoin d'un hasard fondamental. Un hasard émulé conviendrait tout aussi bien pour reproduire le phénomène de la conscience. Si vous êtes dans ce cas, vous êtes toujours parmi nous. Pourquoi supposer qu'il y aurait quelque chose dans notre conscience qui n'est fondamentalement pas déterminé? En général, ceux qui proposent ça ont en tête de s'en servir pour montrer que notre volonté est vraiment libre au sens métaphysique, qu'on a le libre arbitre, mais outre que ça ressemble furieusement à un raisonnement motivé, je suis même pas sûr qu'intégrer cette idée d'un hasard fondamental dans le fonctionnement de notre conscience permette vraiment de prouver ce qu'on veut prouver, à savoir la liberté de la volonté. Si ça vous intéresse, j'en parle dans cet épisode à partir de 8 minutes 52. Et globalement, j'ai pas trop de doute qu'à peu près tous les philosophes seront d'accord avec cette prémisse, donc pas de problème jusque-là. Le troisième point est une expérience de pensée et beaucoup plus subjectif. Imaginons qu'on se trouve à une époque où on comprend parfaitement le rôle des neurones et qu'on soit capable de remplacer n'importe quel neurone naturel par un neurone de synthèse. On attend qu'un neurone tiré au hasard soit inactif, on le débranche, on le remplace par sa copie de synthèse, correctement recablée, le tout en une fraction de seconde en terminant l'opération avant que le neurone ne soit de nouveau sollicité. On procède ainsi, un seul neurone à la fois, jusqu'à avoir intégralement remplacé tous les composants de votre cerveau par leur contrepartie de synthèse. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que vous imaginez ressentir si on vous faisait subir une telle procédure. Initialement, vous êtes vous, le processus conscient auquel vous attribuez votre identité. Si la progressivité de ce protocole vous rassure totalement, si vous pensez ne rien ressentir de particulier, que votre conscience, votre unicité ou votre identité reste inchangée tout au long et à l'issue de cette procédure, alors vous êtes du bon côté pour pouvoir continuer le voyage. Alors ça va devenir un peu plus compliqué parce que c'est surtout une affaire d'identité personnelle ici ou de continuité du moi, et on sait bien en philosophie que ça pose d'innombrables problèmes, au point qu'on puisse sérieusement douter qu'il y ait quelque chose comme un moi, surtout un moi qui dure à travers le temps. Mais en tout cas je serais d'accord pour dire que d'après l'idée intuitive que je me fais de moi, je reste bien le même moi durant tout ce processus, de même que le bateau de Thésée reste le même du début à la fin de ses aventures, même si on en a changé toutes les planches. Continuons avec une seconde expérience de pensée pour laquelle votre interprétation est également cruciale. On se place encore dans un contexte hypothétique où une technologie quelconque permettrait en une fraction de seconde d'acquérir toutes les informations topologiques sur votre cerveau. On sait quel neurone est connecté à quel autre, lesquels sont actifs ou non, ainsi que tous les signaux qui sont en cours de transmission. Vous passez dans une telle machine, dans un tel scanner, et une sorte d'imprimante réalise instantanément une copie de vous-même. Elle reconstruit physiquement une copie de vous identique en tout point.
À ce stade, si vous êtes fonctionnaliste, cette copie est bien dotée d'une conscience propre. C'est juste à vos yeux une autre instance du phénomène que vous considérez être votre conscience. Elle possède toute votre mémoire et a donc l'illusion d'avoir été téléportée de là où vous vous trouviez au moment du scan vers là où elle se trouve à sa création. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans une telle expérience de pensée, c'est comment vous interprétez ce qui se passe, ce qui est vécu pour la conscience originale. La manière la plus intuitive d'interpréter cette duplication est de considérer que l'individu initial, sa conscience, son moi, n'expérimente rien de particulier. Il est l'instance originale de lui-même, le reste pendant le scan, et il est toujours à l'issue de la duplication. La copie, elle, n'a que l'illusion d'avoir existé avant cette duplication. Vous distinguez clairement un original de la copie créée. Si vous êtes dans ce cas, vous réunissez maintenant toutes les conditions pour vous prêter à notre petite expérience. Pour ma part, j'aurais a priori les mêmes réserves que précédemment sur les problèmes que pose l'identité personnelle et la continuité du moi, mais je dois admettre aussi qu'intuitivement, c'est bien de cette façon que je me projetterai dans l'avenir. Il me semble, avant l'opération qui va créer une copie, que mon futur est celui de mon corps, pas celui du corps de ma copie. Ainsi par exemple, si on m'annonçait que mon corps sera torturé après la duplication, je n'aurais pas l'impression d'avoir une chance sur deux d'y échapper. J'ai plutôt l'impression que c'est bien à moi que ça va arriver, à coup sûr, et du coup ça fait chier. Et si on m'annonçait au contraire que c'est le corps de ma copie qu'on allait torturer et pas le mien, eh bien je serais triste par avance pour ma copie, mais je n'aurais pas l'impression que ça va m'arriver à moi. Soit dit en passant, ce genre de test sur des douleurs futures est le meilleur moyen de mettre en lumière nos intuitions sur la façon dont on projette son moi dans l'avenir. Résumons nos 4 points. Vous êtes fonctionnaliste, la conscience est pour vous un processus émergent de la fonction du cerveau. À vos yeux, le hasard fondamental n'est pas un ingrédient nécessaire au processus de la conscience. L'utilisation d'un pseudo-hasard déterministe peut donner le même résultat. Selon vous, un remplacement isofonctionnel et surtout progressif de votre cerveau n'impacterait pas votre expérience consciente. Vous resteriez le même vous, unique et à l'existence continue. Enfin, lors d'une procédure de duplication, vous identifiez clairement une conscience originale et une conscience créée. J'ai laissé sous la vidéo 8 commentaires à liker pour donner votre point de vue personnel sur ces 4 points. C'est vrai qu'a priori, j'ai tendance à trouver toutes ces prémices plutôt intuitives et c'est pas clair de voir en quoi elles seraient incohérentes. Après cette petite mise au point, on peut maintenant attaquer le plat de résistance. En fait, si j'ai évoqué ces 4 points, c'est parce qu'ils sont en fait incompatibles, où on va voir qu'ils impliquent au minimum une interprétation très incomplète de la nature réelle du phénomène. C'est parti pour l'expérience de pensée de la mitose cérébrale. Dans cette expérience, ce que nous allons globalement faire, c'est décrire une procédure de duplication, mais une procédure très précise. Voici un cerveau humain, avec ses entrées sensorielles et ses sorties comportements. Avec ces 4 neurones, il ne fait que pâle figure, mais c'est très largement suffisant pour les besoins de la démonstration. On s'est même permis le luxe de le doter d'une boucle interne d'informations pour illustrer un cas plus général de topologie. Notre procédure va se situer à mi-chemin entre un remplacement progressif et une duplication instantanée. On va attribuer un code couleur aux neurones pour nous y retrouver. Les neurones d'origine seront représentés en blanc, comme on peut le voir ici. La procédure consiste à sélectionner un neurone d'origine au hasard et à le remplacer par 2 copies en respectant, pour chaque copie, la connectique avec les neurones en amont et en aval. Les 2 copies seront étiquetées avec des types différents, symbolisés ici par les couleurs rouge et bleu. En réalisant cette opération, on se trouve ici confronté à un premier problème. Les neurones en aval de la copie ne vont plus se comporter de la même manière. En effet, après la copie, ils ont davantage d'entrées. Certains signaux qui leur sont transmis se trouvent dupliqués. Ainsi, potentiellement, notre étape chirurgicale a changé notre comportement et on aimerait éviter ceci. Dans ce but, nous allons ajouter à notre procédure une étape initiale, donc avant la première duplication de neurones. Cette étape sera similaire à celle du point 3 de l'introduction. Chaque neurone sera remplacé par une copie de synthèse progressivement, un à un, jusqu'à avoir traité l'intégralité du cerveau. Pour le moment, il n'y a qu'une chose à savoir sur ces neurones de type violet. Tant qu'ils sont connectés à des neurones d'origine ou à des neurones violets, leur comportement est indiscernable de celui des neurones d'origine. Reprenons maintenant notre étape de duplication comme si celle-ci avait suivi cette première phase de remplacement progressif de notre cerveau. On peut maintenant trouver une parade au problème que nous avions rencontré. L'intérêt de nos neurones violets est en fait une de leurs fonctionnalités dormantes. Ils se comportent comme on le désire en aval de la duplication.
Il traite tous les signaux provenant des sources de type rouge dans un coin, tous les signaux provenant des sources de type bleu dans un autre, moyenne en quelque sorte les deux, et agrège cette moyenne à ce qu'ils reçoivent des neurones de type violet. Ainsi, après notre étape de mitose d'un seul neurone violet en neurones rouge et bleu, la dynamique du cerveau ne change pas. D'une part, chaque côté de la duplication rouge et bleu sera soumis aux mêmes stimuli et comme ils sont supposés déterministes, produiront la même sortie. D'autre part, en aval, les sorties dupliquées seront moyennées, ce qui en pratique, comme elles sont de valeur égale, reviendra à se comporter comme si on ne considérait que l'une des deux. Et donc en aval également, le comportement ne change pas. Continuons notre processus progressif et sélectionnons un autre neurone pour réaliser sur lui la même opération. Une des règles de la duplication de neurones que nous n'avons pas encore évoquées concerne le branchement des copies. On ne réplique pas du côté rouge les connexions avec du bleu, que ce soit en aval ou en amont. Et on ne réplique pas non plus du côté bleu les connexions avec du rouge, ce qui donne ceci. Je vous laisse ici prendre le temps de vous convaincre que procéder de cette manière ne change à aucun moment la dynamique de notre cerveau en termes de sortie comportement. On continue ainsi, neurone par neurone, pour aboutir progressivement à la création de deux réseaux de neurones disjoints totalement identiques au réseau d'origine. À l'issue de notre procédure, il y a donc maintenant dans votre tête deux cerveaux, un cerveau rouge et un cerveau bleu. Ils sont soumis aux mêmes stimuli d'entrée et produisent les mêmes sorties ainsi que les mêmes états internes. Dans l'interprétation fonctionnaliste, ces deux structures produisent chacune une instance de votre conscience, mais sont en quelque sorte synchronisées, superposées dans leur comportement. On pourrait achever notre protocole en imaginant qu'à ce stade, une procédure chirurgicale coupe et réimplante les parties rouges et bleues dans deux corps différents. Le duplicateur que notre procédure achève ainsi est très particulier. Il sait réaliser une copie progressivement et surtout parfaitement symétriquement. Rien ne distingue dans ce processus de duplication un original de sa copie. Les deux instances finales de notre conscience ont chacune un historique similaire et aucun argument ne peut distinguer l'une de l'autre. Si vous regardez par exemple ce qui se produit uniquement du côté rouge, alors vous constatez qu'il n'y a, d'étape en étape, aucun changement de topologie. Il ne s'agit en fait ici que d'un simple remplacement progressif des neurones violets par des neurones rouges. On se trouve dans le cas de la question 3, dans laquelle vous avez considéré que le processus conscient initial n'expérience rien de particulier en devenant cette instance rouge. Il reste lui-même, il reste unique, il a cette continuité d'existence tout au long et à l'issue de la procédure. Là où ça peut commencer à nous rendre malades, c'est que si vous choisissez de ne regarder que la partie bleue, vous pouvez mener exactement le même raisonnement. De ce côté non plus, la topologie ne change pas, et l'opération est équivalente à un remplacement progressif des neurones violets en neurones bleus. Ainsi, vous pouvez considérer que l'instance originale de votre conscience devient également l'instance bleue. Elle reste elle-même unique et possède tout autant cette continuité d'existence ou l'illusion de celle-ci. Chaque côté de cette mitose semble être l'unique instance persistante de la conscience et du moi d'origine. C'est là tout le corps de cette expérience de pensée. En suivant les 4 points de l'introduction, il vous est impossible de formuler une réponse à la question suivante. Si vous êtes la conscience initiale dans cette procédure, qu'allez-vous ressentir? Qui allez-vous avoir l'impression de devenir? Effectivement, c'est vertigineux. J'ai à la fois l'impression que rien ne change dans le fonctionnement de mon cerveau, sauf qu'à la fin, il y en a deux et qu'aucun n'est plus l'original que l'autre. Et si on m'annonce qu'on va torturer le corps du cerveau bleu, par exemple, je n'ai ni plus ni moins de raison de penser que ce sera bien moi qu'on va torturer que si on m'avait annoncé que ce sera plutôt le corps du cerveau rouge qu'on va torturer. Donc c'est troublant. Cette expérience de pensée nous pointe en fait les limites de notre intuition en ce qui concerne l'unicité et la continuité de notre conscience. Comme pour tout phénomène émergent, le moi et la conscience sont des notions floues qui viennent avec beaucoup de paradoxes dès lors qu'on tente de leur attribuer des frontières binaires. Vous concevez parfaitement ce qu'est une dune de sable, mais vous êtes incapable de dire combien de grains de sable sont nécessaires au minimum pour former cette même dune. C'est un exemple très simple du caractère paradoxal des concepts émergents. Dans notre expérience, vous remarquerez par exemple une autre manifestation de ceci. Les instances rouge et bleu, conscientes à la fin du processus, n'ont pas de date de création. Il n'y a aucun moment précis que vous puissiez interpréter comme la naissance de l'une ou de l'autre. Pourtant, au début du protocole, il n'y a qu'une conscience et à la fin, on en a construit deux, parfaitement distinctes.
Je trouve que c'est une magnifique expérience de pensée pour souligner à quel point nos concepts de conscience et plus encore d'identité personnelle ne peuvent pas reposer sur un critère simple. C'est vrai qu'on a tendance à penser face au scénario classique de copie, comme le scénario du téléporteur, qu'il y a toujours en un sens clair une conscience d'origine et une copie. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce scénario, c'est qu'on a bien l'impression qu'à la fois la conscience d'origine n'est à aucun moment détruite et qu'il y a à la fin deux consciences dont aucune n'est plus l'originale que l'autre. Et notez que si ces histoires très vertigineuses vous plaisent, je vous recommande fortement le recueil Axiomatique de Greg Egan, qui est un auteur de science-fiction que j'adore, et notamment l'avant-dernière nouvelle de ce recueil axiomatique intitulée Plus près de toi, qui à bien des égards ressemble à cette histoire de mitose cérébrale. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura fait un petit quelque chose. Vous pouvez toujours voter maintenant dans les commentaires pour donner votre position sur les 4 points de l'introduction. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, commentez et éventuellement abonnez-vous à la chaîne ou à celle de Monsieur Phi.